Le 7 octobre, la date qui a tout bouleversé, un cauchemar qui résonne dans le cœur de chaque Israélien. La question immédiate pour nous est « qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ?» Mais la question plus profonde, plus urgente est celle-ci. Qui a le droit d'écrire l'histoire? Qui tient la plume? Qui va rédiger le récit officiel de l'un des jours les plus sombres de notre histoire? Maintenant, il ne s'agit pas seulement de guérison, il s'agit de responsabilité, il s'agit de sécurité, il s'agit d'établir une vérité qui guidera l'avenir d'Israël. Et alors qu'une année électorale approche, la demande pour cette vérité se résume à un seul mécanisme, une commission d'enquête d'une certaine sorte. Nous savons tous que c'est nécessaire, alors qu'est-ce qui bloque? La réponse se trouve maintenant dans un affrontement amer et à enjeu élevé entre le gouvernement, la procureure générale et la Cour suprême. L'organisme censé forger un consensus national est devenu l'enjeu d'une lutte juridique et politique brutale. Aujourd'hui, dans Basic Law, nous analysons cette confrontation et dévoilons le rôle et l'héritage des commissions d'enquête dans l'histoire d'Israël. Je suis Elana Maisel Diamant et voici Basic Law. Nous accueille maintenant, avec son analyse juridique percutante, notre expert de retour sur tout ce qui concerne le droit constitutionnel, le docteur Yaakov Ben Shemesh. Bienvenue, merci beaucoup de nous rejoindre. Bonjour Ailana, shalom, ravi d'être ici et d'échanger à nouveau avec vous. Toujours un plaisir de vous avoir, même si le sujet n'est pas agréable. Nous allons aborder les mécanismes réels et les débats majeurs qui les entourent. Mais ce serait formidable si vous pouviez commencer et nous présenter le sujet, afin de souligner l'importance de cette discussion. Il y a beaucoup de grands sujets d'actualité en ce moment. Rien que ce matin, il y a eu des disputes et des cris à la Cour suprême au sujet de la conscription des Haredim. Ça va être le grand sujet dans les jours à venir. Enfin, c'est un sujet important depuis un moment, mais ce sera certainement le cas la semaine prochaine, car il y a un projet de loi sur ce sujet. Le cessez-le-feu à Gaza est un peu instable. Alors la question est, pourquoi est-il important de parler de ce sujet en ce moment, alors que c'est en fait un sujet récurrent depuis 2 ans, n'est-ce pas, avec quelques interruptions de temps en temps? Alors, comment présenterais-tu la situation? Eh bien, oui, c'est une très bonne question. Tu as mentionné 2 raisons pour lesquelles la commission d'enquête est si importante et j'aimerais en ajouter une 3e. L'une des raisons que tu as mentionnées est, bien sûr, d'essayer de comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Quelles ont été les défaillances qui ont conduit à cet événement catastrophique du 7 octobre? Dès le début, je dois dire que lorsqu'on parle de défaillances, il y en a 2 types. L'une d'elles est relativement à court terme, de ce qui s'est passé cette nuit-là, de ce qui s'est passé la veille, 2 jours avant. Pourquoi notre Shin Bet, les services de sécurité, l'armée, ils ne se sont pas rendus compte de ce qui se passait. Pourquoi ont-ils manqué tous les signes? Toutes les informations qui arrivaient cette nuit-là, la veille et l'avant-veille? Pourquoi les soldats n'étaient-ils pas sur leur base? Pourquoi n'ont-ils pas été prévenus de se tenir prêts? Donc il s'agit, en quelque sorte, d'échecs à court terme, principalement de la part de nos forces de sécurité, du Shin Bet, du renseignement militaire et de l'armée elle-même. Ensuite, il y a les questions qui sont plus vastes. Quels ont été les échecs conceptuels qui nous ont empêchés de voir ce qui allait se passer? Et ici, nous arrivons aux questions plus larges qui impliquent les figures politiques, le Premier ministre, le ministre de la Défense et l'ensemble des concepts de ce qui se passait ici. Pourquoi pensions-nous que le Hamas était dissuadé? N'était-ce pas le slogan depuis des années? Le Hamas est dissuadé. Ils veulent juste le calme, pas la paix. Personne n'a parlé de paix, mais ils veulent juste le calme. On leur donne juste de l'argent et ils vont calmer les choses et on pourra gérer ce genre de choses. Mais c'était une question plus conceptuelle. Plus largement, on peut évoquer ce qui a mal tourné depuis les accords d'Oslo de 1993. Qu'est-ce qui nous a fait croire qu'une quelconque paix était possible? Qu'est-ce qui nous a même permis de nous endormir ainsi et penser que les ennemis n'étaient pas ces meurtriers sanguinaires qu'ils ont montré être? Donc, vous voyez, ce qui a mal tourné peut être examiné sous des angles très différents, à des échelles très différentes. D'accord, donc voici la première question. Qu'est-ce qui a mal tourné? La deuxième question que vous avez soulevée, très importante, concerne le contrôle du récit historique, soit la manière de raconter l'histoire.
D'accord, même dans ce que j'ai brièvement mentionné, on voit qu'il existe différentes façons d'en parler. Comment décrivez-vous la paix? Des illusions? Était-ce des illusions? Comment décrivez-vous notre comportement envers le Hamas? Et puis, il y a la troisième question qui n'est pas aussi importante, mais qui est très cruciale. Et c'est à court terme, mais c'est très crucial. Qui est à blâmer? C'est la question. Vous avez évoqué la responsabilité, qui est fautif, qui doit démissionner et rentrer chez lui. Et les gens pensent que la commission d'enquête répondra à toutes ces questions. Et il existe différentes façons d'attribuer et de répartir la responsabilité. Il y a beaucoup de responsabilités, Ailana. Il y en a pour tout le monde. Inutile de se disputer. Ils sont tous responsables. Mais au fond, ils sont tous responsables. Qui doit être blâmé le plus et quelles devraient être les conséquences de cela? Faire peser le fardeau du blâme? Faire peser le fardeau de la responsabilité? Le Premier ministre devrait-il pouvoir continuer à occuper son poste? D'autres responsables politiques? D'autres? Des responsables de l'armée et du Shin Bet, dont certains sont à la retraite, n'est-ce pas? Le chef d'état-major Herzi Halevi a pris sa retraite et le chef du Shin Bet a été limogé. Le chef du renseignement, le chef du département du renseignement dans l'armée a démissionné, donc certains sont déjà rentrés chez eux, mais ils n'ont toujours pas donné. Ils ne nous ont pas donné de réponse et certains pensent qu'ils devraient faire l'objet d'une enquête criminelle. Parce que certains de ces échecs n'étaient pas seulement des échecs conceptuels, c'était en fait de la négligence criminelle qui a conduit à des résultats dévastateurs et ils devraient en porter la responsabilité pénale. Donc, il y a différents niveaux de responsabilité, différents niveaux de blâme, différents niveaux de conséquences et divers facteurs politiques. Ils essaient de façonner et de former cette commission d'enquête d'une manière qui sera plus favorable à la façon dont ils veulent que les résultats apparaissent. Donc, si vous soutenez le gouvernement, vous voulez une commission d'enquête qui ne sera pas aussi sévère sur le plan politique. Et ils feront porter davantage la responsabilité sur l'armée et les échecs du Shin Bet, par exemple. Mais si vous êtes contre le gouvernement, peut-être que vous voulez utiliser la commission pour enfin atteindre l'objectif qui est de se débarrasser de Netanyahou. Comme nous l'avions auparavant, nous avions le premier ministre Vizan. Après de graves échecs et des enquêtes, c'était Golda Meir en 1974, juste après la guerre de Yom Kippour. Non, j'aimerais vraiment disséquer le mécanisme de la commission d'enquête. Et j'aimerais avoir ce contexte historique parce que je vais être extrêmement, ça va être un peu une généralisation hâtive. En résumé, si vous regardez toutes les fois où nous avons eu une sorte de débat public sur la façon de faire avancer ce mécanisme, et il y a eu des propositions en ce sens. Le système judiciaire souhaite une commission d'enquête d'État, d'après ce que je vois. Le gouvernement et certains des députés préfèrent quelque chose qu'on appelle, je crois, une commission d'enquête gouvernementale. Elles sont constituées, dotées de pouvoirs et de personnel différents. Donc, nous devrions explorer tout cela. Surtout parce que, encore une fois, c'est l'un des endroits où la discussion sur la loi et la gouvernance israélienne et les guerres culturelles se heurtent de manière très importante. Même si vous regardez, disons, la presse anglophone en général, ce n'est pas un sujet constant là-bas. C'est vraiment très présent ici en Israël. C'est très important pour les Israéliens. Et même si la commission ne conclut pas, chaque fois que cela se présente, ne termine pas son travail avant les prochaines élections, le fait d'établir ce récit est essentiel. Et je pense que c'est vraiment essentiel, même pas pour des raisons politiques. C'est simplement essentiel pour que beaucoup de gens comprennent. Juste, tu sais comment? Tous nos principes et toutes les personnes ou institutions en qui nous avions confiance ont échoué à ce moment précis. D'accord. Alors pourquoi ne pas d'abord prendre du recul, puis nous reviendrons sur le sujet. Prendre du recul, c'est évoquer les commissions d'enquête, non? Quels sont les différents biens communs et leur rôle? D'accord. Et puis, nous ajouterons un peu de contexte historique, parce que je sais que tu connais tout cela dans les moindres détails. Notre système juridique propose deux options. Deux lois, en résumé, qui permettent au gouvernement de former un comité d'enquête
La première loi s'appelle Chokvadot Shakira, la loi sur le comité d'enquête. D'accord, elle a été promulguée en 1969. La décision revient au gouvernement. L'article 1 de cette loi dit: si le gouvernement souhaite former une commission d'enquête sur une question d'intérêt national, il peut le faire. Donc, le gouvernement doit décider s'il veut ou non former un comité en vertu de cette loi. Mais une fois que le gouvernement décide de former un comité en vertu de cette loi, l'affaire est alors transférée entre les mains du juge en chef, le président de la Cour suprême israélienne, car la loi l'indique dans la section suivante. Si le gouvernement décide de former une commission en vertu de cette loi, les membres de cette commission seront nommés par le président de la Cour suprême. Donc, le gouvernement ne choisit pas, dans ce cas, les membres de la commission. C'est le président de la Cour suprême qui choisit les membres de la commission. Et le chef de la commission doit être un juge en chef ou un juge à la retraite. Donc, c'est la première option. Maintenant, c'est le type de commission nationale d'enquête le plus sérieux que nous puissions avoir, parce que les pouvoirs dont elle dispose sont considérables. Ils peuvent convoquer des témoins, ils peuvent demander et obtenir toutes sortes de rapports de l'armée, du Shin Bet, des ministères gouvernementaux. Les personnes qui témoignent là-bas le font sous serment. Ils subiront des conséquences juridiques s'ils ne disent pas la vérité. Donc, c'est ceux qui s'en rapprochent le plus. Nous avons des procédures judiciaires et ils ont de grands pouvoirs, ces membres du comité, et le comité d'enquête d'État en vertu de cette première loi. La deuxième option que nous avons est en vertu de la loi sur le gouvernement. Choka Meshalan, section 8 de la loi sur le gouvernement dit: le gouvernement a le pouvoir de former un comité d'enquête sur une affaire qu'il estime devoir être examinée. Et ensuite, le gouvernement décide qui va présider ce comité et qui seront les membres du comité. Donc, la principale différence entre le comité d'État selon la loi sur le comité d'enquête d'État et la loi sur le gouvernement, c'est qui nomme les membres. Le comité gouvernemental n'a pas les mêmes pouvoirs que le comité d'État. Mais la loi sur le gouvernement permet au gouvernement d'accorder au comité gouvernemental les mêmes pouvoirs que ceux du comité d'État. C'est donc la première question. Qui nomme les membres du comité et quels sont les pouvoirs du comité? La deuxième question est la suivante, et ici, la réponse est la même pour les deux types de comités. La deuxième question est: quel est le champ d'application? Quelles sont les questions que le comité doit aborder? Dans les deux cas, c'est la décision du gouvernement. Le gouvernement peut simplement énumérer les questions. Nous souhaitons que le comité enquête d'abord sur ce qui s'est mal passé le 7 octobre et la veille. Que s'est-il passé le 6 octobre? Qu'est-ce qui s'est mal passé pendant les premiers jours de la guerre? Et ils peuvent décider que c'est la seule question qu'ils veulent poser. Donc, le mandat du comité est déterminé par le gouvernement. Et l'étendue des questions, le gouvernement, le comité peut poser, ce qui est évidemment un enjeu majeur, dépend du gouvernement. Nous avons déjà eu des exemples où le gouvernement formait une commission d'enquête d'État, mais en demandant que la commission d'État n'aborde pas la question de la responsabilité du Premier ministre et des ministres. Vraiment? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la commission Agrana, juste après la guerre de Yom Kippour, à une époque où il y avait beaucoup de pression sur le gouvernement pour former une commission d'enquête d'État. Et ils ont formé la commission d'enquête d'État. Mais ils ont explicitement déclaré: nous n'autorisons pas cette commission à tirer de conclusions concernant le Premier ministre, le ministre de la Défense ou le gouvernement. Nous ne les autorisons qu'à enquêter sur les défaillances d'Aman, la branche du renseignement de l'armée, du Mossad et du Shin Bet. Et y a-t-il eu une sorte de... Je suis désolée, mais je veux vraiment approfondir ce point. Y a-t-il eu une sorte de réaction publique à cela? La commission est-elle restée fidèle à son mandat ou l'a-t-elle élargi? Oui, c'était à l'époque où, quand la justice reste effectivement dans les limites de son autorité légale, Agranat dirigeait ce gouvernement
Cette commission a explicitement déclaré « Nous n'allons même pas interroger les limites que le gouvernement a imposées à notre travail. Nous allons simplement faire notre travail. » Et ils ont remis ce rapport. Le résultat de ce rapport a été que le chef d'état-major a démissionné, le chef du Mossad a démissionné. Donc, il y a eu tout un tas de soldats et de responsables de la sécurité qui ont démissionné. Le gouvernement n'a pas été impliqué parce qu'il n'y avait pas de conclusion. Mais le contre-coup social et politique a été tel que, sans conclusion du comité, le gouvernement est tombé. Golden May a dû démissionner. Donc, vous voyez, c'est un point très intéressant. Le comité à Granat vous montre les limites du comité d'enquête d'État. Ils ont les pouvoirs que le gouvernement leur donne, mais le gouvernement ne peut pas fuir ses responsabilités, même si le comité n'en discute pas, si la pression politique est suffisamment forte. Donc, ce n'est pas une question juridique, mais nous devons nous rappeler qu'il appartient au gouvernement de décider des questions que le comité doit aborder. D'accord, donc pour résumer, il y a deux questions qui doivent être abordées. La première concerne le type de comité. Est-ce un comité d'État ou un comité gouvernemental? Et la deuxième question est, quelles sont les questions, le mandat du comité? Et ce sont deux décisions que le gouvernement devrait prendre. Je pense qu'au cœur du problème, il y a quelque chose avant que je n'aborde la politique de la question, qui revient encore et encore. Nous sommes confrontés à cette idée d'indépendance institutionnelle, qui est interprétée en Israël d'une manière très différente de celle de l'étranger. Donc l'idée, comme vous l'avez dit, c'est que, évidemment, selon la loi, le gouvernement ne nomme pas les membres du comité. C'est le président de la Cour suprême qui le fait, mais la manière dont ça se déroule. Le comité d'enquête d'État? Oui, c'est bien la commission gouvernementale qui s'en charge, mais c'est vraiment la commission d'enquête d'État que le système judiciaire ici considère comme nécessaire Absolument. jusqu'à présent. Et la raison, c'est que, vous savez, c'est une commission politiquement indépendante. C'est ce qu'ils disent. C'est ça, c'est ce qu'ils disent. Ce qui est, je veux dire, et c'est un peu le problème, c'est qu'en Israël aujourd'hui, je ne suis pas sûre de ce qui est considéré comme politiquement indépendant, en pratique. Il est assez clair qu'il y a beaucoup de politique entre les différentes branches à ce stade. Et pourtant. Le récit autour d'une commission d'enquête d'État dans laquelle la présidente de la Cour suprême, qui est en profond désaccord avec le gouvernement et la procureure générale, est impliquée dans tout cela, est en désaccord. Cela suppose que la commission est indépendante et que le gouvernement agit politiquement. Alors qu'en réalité, c'est vraiment les deux, d'accord? Donc ça, c'est un point. Mais en gros, le conflit, si je comprends bien, c'est que le gouvernement veut au minimum élargir le champ d'investigation. Je ne sais pas si le gouvernement s'exempterait. J'espère que non, mais c'est possible. Vous êtes mieux placé que moi pour en juger. Mais il veut clairement élargir le champ de l'enquête au rôle des manifestations et du mouvement encourageant le refus de servir, ainsi qu'au rôle du système judiciaire. Et des décisions qui ont été prises au fil des années, qui ont, par exemple, modifié les règles d'engagement à la frontière de Gaza. Et je pense que l'idée, c'est que si vous avez une commission d'enquête d'État qui est dirigée qui est nommée par le président de la Cour suprême, l'hypothèse, c'est que cela n'arrivera pas. N'est-ce pas? Exactement. C'est ça. Et alors que le gouvernement, comme vous l'avez dit plus tôt, l'accent serait mis sur le gouvernement. Y a-t-il déjà eu un affrontement de ce genre, vous savez, en mettant de côté Agarna, qui a eu lieu avant que la Cour ne commence à accroître son pouvoir? Oui, bien sûr. Il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, après la Deuxième Guerre du Liban, que beaucoup considèrent comme un échec. Il y a eu un tollé public et ils voulaient une commission d'enquête d'État. Et Ehud Olmert, qui était le premier ministre, a refusé de former une commission d'enquête d'État. Et il a formé une commission d'enquête gouvernementale et il a nommé. Il était juge à la cour de district de Jérusalem. Il était déjà à la retraite à ce moment-là, Eliyahu Winograd. C'était donc la commission d'enquête Winograd. Et ils ont également limité leur pouvoir afin de ne pas rendre de conclusions définitives concernant les personnalités politiques. Et il y a eu une pétition à la Cour
suprême disant que le gouvernement n'a pas le droit de faire cela parce qu'ils contrôlent et sont motivés politiquement. Ils contrôlent Les membres du comité contrôlent la portée des questions que le comité peut discuter. Et de cette façon, nous n'obtenons pas le bon type de comité. Et la Cour suprême, à cette époque, a rejeté la pétition en disant que c'est l'autorité et le pouvoir du gouvernement en vertu de la loi. Et nous ne remettons pas en question, nous n'avons pas le pouvoir. Nous ne prenons pas le pouvoir d'abolir le comité que le gouvernement a décidé de former et d'exiger du gouvernement qu'il forme un autre type de comité. Je ne pense pas que ce sera différent cette fois. Si le gouvernement décide, je ne pense pas qu'il le fera, parce que le gouvernement ne fera pas cela. Parce que cela ne passera pas la critique de la sphère politique, cela ne sera pas accepté par le public israélien. Je ne pense pas, je ne suis pas sûr, je ne sais pas. J'ai déjà lu des rumeurs selon lesquelles ils négocient avec le juge retraité Yosef Elron. Ils essaient de le convaincre, dans 2 mois, lorsqu'il aura terminé les 3 mois de retraite de la Cour. Pour présider ce type de commission d'enquête, ça pourrait arriver. Nous avons déjà connu cela auparavant. Nous avions un gouvernement qui subissait beaucoup de pression pour former une commission d'enquête d'État. Le Premier ministre a refusé. Il a formé une commission d'enquête gouvernementale et la commission d'enquête gouvernementale a remis un rapport qui est considéré comme assez bon, professionnel et utile, non politique, mais utile. La commission Vinographe a, je crois, été un succès. Cela pourrait arriver, mais je ne le pense pas. Donc, ce n'est pas juridiquement parlant. Ils peuvent le refaire. Nous avons un précédent, une guerre, un gouvernement et un premier ministre. Nous en avions un qui a décidé de suivre la voie de la commission gouvernementale et non celle de la commission d'État. Une chose de plus que nous devons ajouter maintenant, c'est qu'il y a 10 ans ou 15 ans, à l'époque où la commission Vinograd a été créée, la tension entre la Cour suprême et le gouvernement n'était pas aussi forte qu'elle ne l'est aujourd'hui. La Cour était politique. Il y a 10 ans, c'est vrai, mais elle n'était pas aussi politique qu'elle l'est devenue il y a 2 ans. La Cour est devenue très politique pendant la réforme judiciaire. Les débats en Israël. La Cour s'est presque alignée sur les manifestations. La Cour s'est presque alignée avec l'opposition. Donc, demander aujourd'hui au gouvernement de former une commission d'enquête d'État et de lui donner le pouvoir de décider qui va siéger dans cette commission. À une personne qui a rédigé non pas une ni deux, mais pas mal de décisions de la Cour suprême, je parle du juge Yitzhak Amit, qui montre une hostilité manifeste envers le gouvernement. Que je pense que même d'un point de vue juridique, c'est hors de question. La seule raison de cela, par respect pour la commission d'enquête d'État et le président de la Cour suprême, c'est la seule raison pour laquelle nous lui faisons confiance pour créer ce comité. En hébreu, nous appelons cela Mamlartu. Je ne sais même pas comment le traduire. C'est un défi parce que s'il n'y en a pas, je ne pense pas qu'il y ait de traduction littérale. Mais en gros, cela signifie une sorte de... Apolitique. C'est le fait d'être majestueux, c'est apolitique et c'est neutre. Et c'est orienté vers la résolution des problèmes avec l'ensemble, l'intérêt de tout l'État à l'esprit. Exactement. Le bien commun général et non le sectarisme, pas les partis politiques, l'un contre l'autre. Ils ne sont pas mamlartiut dans ce sens. Donc, la seule raison pour laquelle nous avons cela, c'est que c'est intégré dans le terme mamlartiut, c'est qu'ils sont apolitiques dans ce sens. Une fois que la Cour suprême, en tant qu'institution, et le juge Yitzhak Amit en particulier, une fois qu'ils deviennent si politiques, si dramatiquement politiques, il n'y a même plus de sens à parler de ce genre de commission d'enquête d'État comme étant mamlartiut. Ils ne sont pas mamlartiut parce qu'ils ne sont pas apolitiques. Ils reflètent les motivations politiques, les opinions politiques de l'opposition. C'est bien, enfin ce n'est pas bien du tout, mais quoi qu'il en soit, on ne peut plus leur faire confiance. Comme on pourrait parler de la commission d'enquête Agranat, d'accord, de 1973, où
mais aussi de la commission d'enquête Kahan après la première guerre du Liban. Nous ne sommes pas du tout dans le même spectre politique. Nous avons tellement changé de choses dans notre Cour suprême que cela. Cela n'a même pas de sens pour moi d'utiliser le terme commission d'enquête d'État pour décrire la commission d'enquête qui sera nommée par ses soins. Chuck Amit, c'est une contradiction dans les termes. Alors, laissez-moi poser la question dans l'autre sens, d'accord? Parce que nous avons besoin de quelque chose. Nous avons besoin d'un mécanisme qui réponde aux préoccupations de tout le monde. Soyons mamlaktuts, toi et moi, d'accord? Et Alors, laissons-nous d'abord, avant de passer à votre question, disons d'abord alors, c'est dommage que nous ayons perdu ce mécanisme de commission d'enquête d'État. C'est dommage que les juges de la Cour suprême n'aient pas écouté parce que les gens leur ont dit d'arrêter d'être aussi politiques. Cela va nuire à notre nation. Voici un exemple de préjudice. Nous avons perdu cet outil très important que le public israélien avait autrefois. Une commission d'enquête d'État pour enquêter sur des questions d'importance nationale. Nous l'avons perdu. Ils étaient trop politiques et n'ont pas écouté les avertissements, ni les juges, ni les professeurs. Si vous devenez aussi politique, nous allons tous en payer le prix. Donc, nous payons le prix. Juste pour dire, on vous l'avait dit, c'était le moment du « on vous l'avait dit ». c'est enregistré, c'est enregistré. Non, je dis, écoute, nous avons, tu sais, un de nos amis communs, n'est-ce pas? Jill Bringer est, je dirais, probablement considéré comme un esprit juridique plutôt conservateur. Il possède une grande expérience en législature, au gouvernement et désormais dans le milieu universitaire. Et c'est une personnalité publique qui écrit beaucoup sur ces questions et il a eu cette idée récemment. Il dit, le président de la Cour est actuellement controversé. Mais ce qu'il pourrait faire, théoriquement, c'est déléguer ses pouvoirs à sa vice-présidente, la juge Solberg. Et la juge Solberg est, nous allons utiliser ce terme, puisque nous l'avons déjà utilisé plusieurs fois, une figure plus mamlakti, même s'il est perçu comme un juge non activiste ou moins activiste. Et le gouvernement fera confiance à la juge Solberg, et les gens, je pense, y compris ceux qui ont des inquiétudes concernant la Cour, ferait davantage confiance à la juge Solberg et la Cour aurait quand même son homme là-bas, créant la commission. Je trouve que c'est une façon créative de voir les choses. Qu'en penses-tu? Et y a-t-il d'autres compromis que nous pourrions envisager? Tu parles comme si toute cette affaire était déjà une cause perdue. C'est fini. Il ne reste que le gouvernement ou la commission d'enquête. Et je doute que quelqu'un... Ainsi, tu finis par servir une part importante de la population israélienne, car quelqu'un dans un... Tu sais, dans leur propre 20 ou 30% ou même plus de la population, il y aura forcément des déçus, ou ils auront l'impression que l'histoire n'est pas encore terminée. Le problème, tel que je le vois, c'est que la plupart des solutions qui ont du sens nécessitent une nouvelle législation. Une nouvelle législation nécessite une certaine forme de travail bipartisan à notre Knesset. Et je ne pense pas que notre Knesset soit capable, durant cette dernière année de ce gouvernement, en année électorale, de traiter cette question très importante de manière équitable pour résoudre le problème. Je ne fais pas confiance au public israélien, à travers ses représentants à notre Knesset, pour être capable de résoudre ce problème. De la commission d'enquête, car cela nécessitera un nouveau type de législation. Je ne pense même pas que la proposition de Gil Bringer, qui est très créative, soit légale. Je ne suis pas sûr, j'ai des doutes. Des paroles provocantes. Non, je pense, enfin, tu vois, regarde, il y a certains pouvoirs que la personne, celui qui détient le pouvoir peut le déléguer, mais certains pouvoirs ne sont pas délégables. Je ne sais pas comment tu dis ça en anglais. Et pas Lazala, tu ne peux pas déléguer certains pouvoirs. Et vous avez par exemple le pouvoir que notre procureur général. Le procureur général a le pouvoir de décider s'il engage ou non des poursuites contre le Premier ministre. Le procureur général peut signer les accusations contre le Premier ministre. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez déléguer à un autre avocat du ministère de la Justice, car il y a une raison pour laquelle la loi précise le procureur général et non quelqu'un d'autre. J'en doute fortement, selon la loi israélienne et les normes juridiques du droit administratif. Le président de la Cour suprême ne peut pas simplement déléguer le pouvoir de nommer une commission d'enquête d'État à quelqu'un d'autre.
Maintenant, l'idée est bonne. Je pense que juridiquement parlant, c'est compliqué et j'ajouterai aussi, politiquement parlant, ça n'arrivera pas. Yitzhak Amit n'acceptera jamais ce genre d'insulte. D'accord pour admettre publiquement qu'il l'est. C'est devenu tellement controversé politiquement qu'on ne peut pas lui faire confiance pour être ce président mamlakti de la Cour suprême. Et il doit déléguer les pouvoirs à quelqu'un d'autre. Il ne fera jamais ça. Donc je ne pense pas que politiquement parlant, cela va arriver et juridiquement parlant, je pense que cela pourrait nécessiter un changement de législation. Et tout changement de législation, je ne pense pas que ce soit possible parce que nous, en tant que public et notre Knesset, nous ne sommes pas capables en ce moment de résoudre ce problème. C'est pourquoi je pense que nous n'avons que deux options. La troisième option serait, d'adopter simplement une nouvelle loi. C'est très simple. Vous nommerez le juge Solberg à la tête du comité, puis 2 membres nommés par la coalition, 2 membres nommés par l'opposition. Quel est le problème? Si vous voulez avoir un organisme, Mamlakti, ce n'est pas un problème. Il y a une centaine de suggestions. Je peux en trouver en 1 heure. Le problème, c'est que ça n'arrivera pas. Nous n'avons pas ce pouvoir aujourd'hui, nos institutions politiques sont trop divisées, le public est trop divisé pour résoudre ce problème. C'est triste, mais ce n'est pas la fin du monde. Il y a des problèmes plus graves sur notre table aujourd'hui que le fait que nous ne puissions pas trouver un moyen de résoudre le problème. Une commission d'enquête. Je serai assez satisfait, quelle que soit la décision du gouvernement, mais je pense qu'il choisira la commission d'enquête d'État, parce que l'autre option est tout simplement impossible, et ensuite nous verrons ce que fera le tribunal. Il y a même une autre option ici. Même si je ne veux pas trop spéculer, j'aimerais en fait ramener la discussion à ce qui se passe actuellement au tribunal. Cela se passe devant le tribunal et le gouvernement a été informé que cela aurait lieu dans 2 semaines. À ce stade, ils doivent soumettre une réponse. De quoi s'agit-il? Quel type de comité ils souhaitent ou... Exactement. Exactement la question dont nous discutons, c'est la question à laquelle ils devront répondre à nouveau. Je ne sais pas. Ils ont 2 semaines. C'est parce que c'est incompréhensible pour moi qu'ils accepteraient une commission d'enquête d'État. La seule réponse que le gouvernement peut donner, la réponse qu'ils ont donnée jusqu'à présent, c'est que nous sommes en pleine guerre. Attendons. Cela peut être un peu moins convaincant pour les gens, de façon plus générale. Et vous savez, Ils devront dire ce qu'ils ont à dire, et je pense qu'ils répéteront ce que j'ai dit. La voix de la commission d'enquête gouvernementale, et qui entend cette affaire? La juge Amit est-elle impliquée? il l'est. Je crois que c'est un tribunal assez conservateur à 3 membres. Je crois qu'il y a Mintz et peut-être Solberg maintenant. Écoute, c'est... Intéressant, tu sais, je pense que c'est pareil aux États-Unis aussi. Si tu étais une juge potentiellement impliquée personnellement dans l'affaire, tu te récuserais. Bien sûr. D'accord, noté. Dans quelques semaines, nous en saurons plus sur les intentions du gouvernement. Même si vous savez, entre parenthèses, même si une commission est créée à un moment donné cette année, historiquement, cela pourrait prendre vraiment, vraiment beaucoup de temps. Et je suppose, étant donné l'ampleur de ce genre d'enquête, que cela prendrait effectivement beaucoup de temps. Cela prendra des années. N'est-ce pas? Cela signifie que vous aurez sûrement un flux continu de fuites et d'informations. Cela va perturber le public de diverses façons sur une longue période, mais vous n'aurez pas de conclusion ferme, définitive. Vous savez, je me demande ce qui se passe si ce n'est pas résolu. Au moment où nous aurons les élections, nous passerons à la prochaine cadence, au prochain mandat, n'est-ce pas? Et vous avez un type de coalition très différent, étant donné tout le chaos actuel avec les Haredim. Et j'ai dit, ah, vous savez, il semble qu'il pourrait y avoir besoin de quelque chose comme ça. Peut-être que tout cela est évidemment spéculatif, mais il pourrait y avoir une sorte de réalignement politique où certains partis actuellement dans l'opposition et beaucoup dans la coalition s'unifient. Et puis, vous avez une approche très différente de cela potentiellement. Il y a des gens qui disent, exactement pour les raisons que vous avez mentionnées, Ailana, il y a des gens qui disent que ce n'est évidemment pas une question juridique, mais simplement une analyse politique. Oui. Qu'il vaut mieux attendre, d'accord, parce que d'une manière ou d'une autre, nous n'aurons pas de conclusion d'ici la prochaine élection. Donc, ce n'est pas
comme si cette commission allait changer quoi que ce soit pour les prochaines élections. Alors pourquoi ne pas attendre et laisser le nouveau gouvernement qui sera élu à la fin de l'année prochaine au plus tard? On ne sait pas, les élections pourraient avoir lieu plus tôt, peut-être en juin. Et Laissons le prochain gouvernement décider de cette question et espérons. Comme vous l'avez dit, espérons que le prochain gouvernement ne sera pas aussi partial qu'il l'est aujourd'hui et que l'opposition ne sera pas aussi partiale qu'elle l'est aujourd'hui. Et peut-être que le prochain gouvernement sera une sorte de, je ne sais pas, peut-être pas un gouvernement d'unité nationale, mais plutôt un gouvernement d'unité nationale. Ils seront capables de résoudre le problème qui, actuellement, n'est pas soluble. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée, mais maintenant, nous avons l'emploi du temps du tribunal et celui du gouvernement. Voilà ce que je dis. Si le gouvernement dit cela, ce dont je doute, mais si le gouvernement dit, eh bien, regardez, nous avons cette patate chaude, reportons-la au prochain gouvernement. Ce sera intéressant. Ce sera une question intéressante pour la Cour de savoir si elle acceptera ou non l'idée de reporter la décision à l'année prochaine ou à l'année suivante. C'est une question intéressante. cela soulève effectivement la question des incitations, parce que vous savez, étant donné qu'il y a une telle polarisation en ce moment entre les deux camps, personne n'a vraiment intérêt à faire des compromis. Et le seul camp qui pourrait potentiellement en bénéficier en supposant qu'il y ait un réalignement politique, c'est celui qui est le plus en phase avec le système judiciaire. Nous continuerons à suivre cette histoire. Je suis contente qu'on lui ait accordé de l'importance. C'était si évident et fréquent dans les actualités israéliennes, et je pense que cela n'a pas reçu le bon traitement en anglais. Merci. Merci, Ailana. Et j'ai hâte de reparler avec toi très bientôt. Merci beaucoup.